vraiment, ce qu'on aimerait qu'ils retiennent, c'est que sur la plateforme, ils retrouvent l'ensemble, ils retrouvent des solutions à l'ensemble de ses besoins. Mhm. Et surtout, comparé aux autres plateformes, donc à chaque fois, il y aura la contradiction. Ouais, il existe Fiverr. Oui, mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'ensemble de nos développeurs vont être francophones. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. On va commencer comme d'habitude en rappelant la mission du Brand Podcast pour toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois. Le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain, des marques qui soient adaptées au code du digital. Et c'est un épisode très particulier pour deux choses. La première chose, c'est qu'on se rapproche gentiment de l'épisode 10, donc je suis très content parce qu'on va arriver au terme très bientôt de la saison 1 du Brand Podcast. Et la deuxième chose très particulière, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'une marque qui est à l'inverse de toutes les marques qu'on a déjà présentées, toutes jeunes. Et c'est un épisode assez spécial parce que ça va permettre peut-être de donner envie à des personnes qui veulent se lancer ou qui veulent tenter leur chance, d'avoir des indicateurs un peu plus près de la réalité. Sans plus attendre, je vais laisser Alexandre se présenter. Alexandre, c'est ton moment. Salut Eddy, écoute, déjà merci de me recevoir. C'est un peu bizarre vu que d'habitude on se parlait à l'école, vu qu'on est tous les deux étudiants à l'EM Normandie. Mais voilà, donc moi je suis étudiant dans la même école que toi, en quatrième année. J'ai co-créé il y a 1 an et demi une application qui s'appelle Pop-Out à destination des étudiants. Et là, depuis, on va dire, 4-5 mois, je suis focus sur une nouvelle plateforme, une marketplace de freelance qui s'appelle Connexion. Ok. Ok, super intéressant. Bon, bah du coup, aujourd'hui dans cet épisode, on va un peu revenir sur des petits éléments de la création de ton nouveau projet. On va parler de définition de marque, ensuite on va parler de positionnement de marque, et puis ensuite on va finir avec la catégorie que j'ai introduite depuis maintenant 3 épisodes, le Fast and Curious version brand. Épisode assez spécial, puisque Connexion, avant même son lancement, a obtenu un peu plus de 600 freelancers en préinscription, et du coup on va avoir l'occasion d'en parler, mais plus en détail dans cette émission. Commençons par un peu la définition de la marque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la mission? Parce qu'on sait qu'avec le Covid, les entreprises à mission, plus que jamais, c'est quelque chose qui est important sur ces dernières années. En plus, on remarque qu'il y a plein de plateformes pour les freelances, les marketplaces, comme Malte, Comet, qui se sont développées. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire déjà, c'est quoi la mission de Connexion, et pourquoi, avec ton équipe, vous prenez le temps de faire tout ça, alors qu'effectivement, tu me parlais en avant que tu avais déjà un premier projet d'application mobile qui tourne toujours d'ailleurs, Pop-Out. Voilà. Alors, déjà, pour revenir sur les freelances, on avait fait une petite étude dessus. Et on a vu qu'il y avait un peu moins d'1 million de freelances. De mémoire, c'était 945 000 fin 2020. C'était quand même une augmentation de 145% en 10 ans. Et en fait, le but de la plateforme, l'idée nous est venue quand on avait un projet avec mon associé qui s'appelle Théo. C'était un projet beaucoup plus petit. On voulait créer tout simplement un site web. Sauf que voilà, on cherchait quelqu'un pour nous développer le site web, vu qu'il y avait quelques développements qui étaient spécifiques et dont Théo, qui lui, plus la partie informatique, ne pouvait pas faire. En plus de ça, on avait besoin de quelqu'un qui nous gère nos réseaux sociaux et quelqu'un qui s'occupe de la rédaction des CGV et CGU du site. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à se tourner vers différentes plateformes de freelance. Et celle qui revient le plus, c'était Fiverr. Je pense que tu connais. Ouais. Vas-y, tu peux la réexpliquer pour l'audience peut-être qui ne connaissent pas. Bien sûr, Fiverr, c'est la plus grande plateforme mondiale de freelance. C'est israélien, c'est coté à la bourse de New York. Mais en fait, le problème qu'on a rencontré, nous, sur Fiverr, c'était que la plupart des développeurs, voire quasi l'ensemble des développeurs présents des développeurs et des freelances présents sur la marketplace, c'était des Indiens, ils venaient du Bangladesh, etc. Et vu que nous, on cherchait quelque chose de précis, déjà, avec le décalage horaire, à chaque fois, on perdait un jour sur la conversation. En plus de ça, ils n'ont pas vraiment forcément les mêmes codes de travail que nous. Donc ça a posé problème, surtout pour la partie CGV, CGU. Vaut mieux, on va dire, connaître la loi française, ce qui est obligatoire, ce qui est pas obligatoire. Donc on n'avait pas trop confiance pour leur confier cette partie-là. Donc on a fait d'autres recherches. On a vu qu'il y avait des plateformes, comme tu dis, comme Malte, spécialisées eux dans le développement web.
Mais en fait, on a vu qu'il n'y avait pas une plateforme qui regroupait, on va dire, tous les besoins du quotidien des entreprises. Mhm. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas faire une plateforme, une marketplace, un peu comme Fiverr, un peu comme Malt et un peu comme toutes celles qui existent, mais qui regroupe tous les besoins des entreprises. Ok. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises d'externaliser leurs besoins. Ok, ok, ok. Donc du coup, votre mission, c'est vraiment de permettre justement ce que tu viens de dire aux entreprises d'externaliser Voilà, c'est ça. leurs besoins au plus vite avec plein de freelance disponibles sur beaucoup de sujets. Ok, ça marche. C'est ça. L'année dernière, il y a une étude de l'INSEE et de Deloitte qui est sortie Mhm. et qui disait que 59% des entreprises externalisaient déjà des tâches pour des soucis d'économie. Donc forcément, c'est moins cher quand tu externalises de prendre un freelanceur pour une mission à plus ou moins long terme que de prendre un nouveau salarié. Ok, Et en plus de ça, 65% d'entre elles souhaitent externaliser encore plus. ok, ok. Donc c'est un marché en plein boom. Ok. Et du coup, vous avez déjà réfléchi un peu à vos valeurs et un peu à la personnalité que vous voulez donner à cette marque, puisque, voilà, on le sait, même dans votre communication, dans votre discours, il y a aussi des chances pour que certains vous associent à des projets qui sont déjà un peu existants. Est-ce que vous y avez déjà un peu réfléchi ou pas? Alors on y réfléchit de plus en plus, c'est les retours qu'on a eus. Et là où on veut vraiment insister, c'est sur le fait qu'on ait plusieurs catégories et vraiment ouvert sur tous les besoins des entreprises, des entrepreneurs ou même des startups. C'est pas seulement se focaliser soit sur la partie design, soit se focaliser sur la partie programmation et développement, soit sur la partie rédaction ou comptabilité. C'est vraiment quelque chose qui englobe l'ensemble pour répondre à tous les besoins qu'on peut avoir au quotidien Mhm. ou sur le lancement d'un projet, quoi. Ok, ok. Et du coup, par rapport un peu plus au naming, il vient d'où le nom Connexion? Alors, en fait, le nom nous est tombé un peu comme ça. On cherchait plein de noms. En fait, on savait pas de base comment appeler la plateforme. Mhm. Et c'était à force d'en parler. Moi, je me souviens, je racontais à ma mère la plateforme. Je disais qu'on allait mettre en connexion différents freelances avec des entrepreneurs, etc. Et ça, je me suis dit, ah ouais, le nom Connexion, il peut être pas mal. Mais bon, Connexion écrit à la française, déjà, je pense que c'est pris. J'ai pas fait des recherches, mais je pense que le nom de domaine est pris. Mhm. Et donc là, on s'est dit, bon, pourquoi pas tenter avec, je sais pas, une écriture un peu atypique. Donc là, on a écrit Konektion, Mhm. connexion. Au final, on s'est rendu compte que ça voulait dire connexion, mais en danois. Ok. Et, et donc plus tard, on s'est dit, pareil, si on veut le mettre un peu à l'étranger, à l'international, en italien c'est connexione, en anglais c'est connection. Donc à chaque fois, ça sonne grosso modo pareil. Mhm. Donc voilà, pourquoi pas l'utiliser plus tard à l'international si ça marche, sans forcément avoir à changer de nom. Ok, ok, nickel. Donc voilà, le nom, on l'a trouvé sympathique, il est marrant. Et la plupart des freelances, tout à l'heure tu disais qu'on en avait 600 préinscrits. Mhm. Là, à l'heure actuelle, on est passé à 745. Ok, Et la plupart, ils nous disent, ouais, le nom, il marque. Moi, je m'en souviens. ok, Quand je dis connexion avec 2K, les gens, ils s'en souviennent. ok. Bah, je te pose la question aussi parce qu'on sait que le nom, c'est un truc qui est finalement minime, mais quand même important, puisque les marques Hum, changent fréquemment de nom. On peut le voir Launcher qui devient Swile après. Dans le premier épisode, on avait reçu Florie de chez Jolie Culotte, qui en fait, là, quand je lui demandais Jolie Culotte, elle me donnait une explication qui faisait tout son sens, mais finalement, avec le temps, ils ont rebrand en We Are Jolie. Du coup, c'est mhm. vrai que le nom, finalement, dans un premier temps, peut vous permettre de toucher une cible qui est très précise, mais peut aussi vous enfermer. Du coup, voilà. C'est aussi Ah, pour ça totalement. que je voulais avoir un peu ton avis. On va parler aussi d'un autre concept que les Américains apprennent brand drivers. On peut appeler ça des drivers de marque, mais en gros, globalement, c'est une liste de verbatim qui représente un peu la pensée de ton consommateur à ton égard. Et aujourd'hui, avec Connexion, vous partez d'une page blanche vis-à-vis de, voilà, de la perception que les gens vont avoir de vous. Et je voulais te demander, en termes de perception, quelles sont les choses que toi t'aimerais qu'un potentiel client retienne de tout votre discours de marque avec Connexion? Vraiment, ce qu'on aimerait qu'ils retiennent, c'est que sur la plateforme, ils retrouvent ils retrouvent des solutions à l'ensemble de ses besoins. Mhm. Et surtout, comparé aux autres plateformes, donc à chaque fois, il y aura la contradiction. Ouais, il existe Fiverr. Oui, mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'ensemble de nos développeurs vont être francophones Ok, pour, ok. pour faciliter l'échange. Si prenons l'exemple au hasard design et graphisme, excuse-moi.
Si tu veux un logo, c'est généralement tu veux quelque chose de précis et parler à un étranger de ce que tu veux précisément avec différents codes et différentes méthodes de travail, de process, etc. C'est toujours plus dur que de parler à quelqu'un qui est 100% francophone où tu lui dis voilà, le dégradé, je le veux un peu plus long, je veux qu'il parte de là, ici, je veux que ce soit un peu plus arrondi. C'est forcément plus simple dans ta langue maternelle. En plus de ça, t'as pas de décalage horaire, tu peux parler en direct avec lui. Sur la plateforme, on a installé un système de chat où il pourra échanger en direct. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment l'ensemble des besoins et de façon simple. Ok, ça marche. Bah, du coup, on va faire un peu de rangement aussi pour synthétiser par rapport à notre audience. Les drivers de marque, on peut les catégoriser en trois choses. On peut les catégoriser en drivers fonctionnels, donc ça va être le travail basique du produit, quoi. On peut les catégoriser en émotionnel et en économique. Est-ce que tu pourrais me donner une raison par chacune des catégories? Donc, pourquoi aujourd'hui quelqu'un devrait s'inscrire sur le point de vue fonctionnel, pourquoi sur le point de vue émotionnel et pourquoi sur le point de vue économique? Alors, sur le point de vue fonctionnel, bah, encore une fois, c'est la plateforme, elle sera relativement simple à utiliser avec une réponse à l'ensemble des besoins. D'un point de vue émotionnel, on vise la satisfaction du client. C'est-à-dire qu'à la fin on va dire de son expérience, de son achat avec le freelance, c'est qu'il soit content du travail rendu, content de la plateforme, content d'avoir utilisé la plateforme. Parce que il existe des plateformes où tu vas utiliser le service, tu vas être content du résultat, mais au final la plateforme elle aura bugué, il y aura eu des problèmes, etc. Nous, on vise la satisfaction globale, donc que ce soit la qualité de l'échange avec le freelanceur, tout comme la qualité de la plateforme. Et le dernier driver, c'était lequel? Économique. Et économique. Alors forcément, les services seront un peu plus chers que Fiverr vu que ce sont des développeurs français et bon, ça c'est d'un point de vue imposition sur les sociétés, etc. En France, il y a un peu plus d'impôts. Donc les services seront un peu plus chers. Et notre plateforme à peu près similaire à la nôtre qui s'appelle 5euros.com, je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Elle est spécialisée dans les microservices. Donc c'est à peu près similaire à nous, mais nous, c'est vraiment spécialisé sur les services et sur les besoins au quotidien des entreprises. Et quand on échangeait avec certains freelanceurs qui, eux, sont présents sur 5euros.com, ils nous disaient que voilà, rien que le nom du site, tout à l'heure on parlait ensemble du nom, le nom du site tirait leur prix vers le bas. Donc d'un point de vue prix, on sera un peu plus cher, mais faut mettre le prix à un moment pour avoir un peu de la qualité. On sera pas hors de prix, c'est pas le but. Sinon dans ce cas-là, autant embaucher quelqu'un et ne pas externaliser. Mais le prix sera équivaut à la qualité du travail rendu par le freelanceur. Ok, super intéressant. Du coup, on va passer à la deuxième partie du podcast par rapport au positionnement de la marque. En intro, on a parlé des fameux 600 freelanceurs et tu m'as dit maintenant que ça a encore évolué avec le temps. Et du coup, ça soulève plusieurs interrogations vis-à-vis de ton acquisition. Est-ce que tu peux nous expliquer par quels canaux vous êtes passé pour aller chercher vos premiers préinscrits utilisateurs et quelles ont été tes difficultés et comment tu es arrivé à les surmonter dans cette acquisition? Pour tout expliquer, pour vraiment partir du début, au début en fait on a eu tout simplement l'idée de la plateforme. Après quand on a eu l'idée de la plateforme, on a commencé à réfléchir comment faire le site, le design, les couleurs, etc. Et après il y a une question qui est assez bête mais assez quand même importante pour une entreprise, c'est comment est-ce qu'on va gagner notre vie, comment est-ce qu'on va se rémunérer. Donc là à ce moment-là on a pu contacter certains amis freelanceurs à nous et certains freelances par la suite qui se sont préinscrits sur la plateforme. On leur a demandé voilà, vous en tant que freelance, nous on prépare cette plateforme, qu'est-ce qui ferait que vous aimeriez travailler avec nous, qu'est-ce qui ferait que vous rejoigniez la plateforme. Donc ils nous ont donné certaines, tu vois par exemple pouvoir échanger avec le client directement sur la plateforme. Et on leur a dit surtout comment gagner notre vie. Vous, quelle somme et quelle quantité, quel prix mensuellement ou comment souhaitez-vous vous inscrire sur la plateforme? Si c'est un abonnement, si c'est à la commission, comment est-ce que vous souhaitez faire ça et à quel prix? Donc c'est grâce aux freelanceurs qu'on a pu déterminer notre modèle économique. Donc là à l'heure actuelle, il y a 2 abonnements au choix. Soit l'un à 19,99 hors taxe, soit l'autre à 7,99 hors taxe. En fait, la différence entre les 2 abonnements,
c'est le volume d'affaires qu'il peut réaliser mensuellement. Tu te doutes bien qu'un développeur web qui vend des sites à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, voilà, gagnera et touchera forcément plus à la fin du mois qu'un graphiste qui va te faire des cartes de visite ou des logos pour 50, 100 euros. Donc le volume d'affaires à la fin du mois va permettre, on va dire, aux freelanceurs de choisir quel type d'abonnement. Et pour tous ceux qui sont un peu friands de prendre un abonnement et de s'engager, même si c'est sans engagement, il s'engage quand même sur un mois, lui, il pourra opter pour une commission unique et fixe à 15% du montant de la transaction. Et du coup, par rapport à l'acquisition, du coup, est-ce que... Oui, par rapport à l'acquisition, je me suis perdu, excuse-moi. Okay. Alors, par rapport à l'acquisition, en fait, une fois qu'on avait un peu la plateforme, l'idée, etc., là, on a sondé les freelanceurs et c'est là où on a pu avoir, on va dire, notre modèle économique. On a cherché d'autres façons de toucher un peu plus de freelanceurs, vu qu'on avait notre cercle proche, bon voilà, mais il en fallait un peu plus. Et donc, à ce moment-là, on s'est rendu sur pas mal de groupes Facebook de freelanceurs où on a exposé de façon relativement simple le projet en 2-3 lignes et on leur a proposé de se préinscrire sur la plateforme. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu pas mal d'inscriptions. Et quand tu dis préinscription, c'est des préinscriptions gratuites ou ils devaient quand même mettre un ticket pour la préinscription ? C'est des préinscriptions totalement gratuites en fait. Okay. Ils s'inscrivaient sur la plateforme, nous on récupérait leurs coordonnées email pour pouvoir les relancer au moment de la mise en ligne de la plateforme. Okay. Et on a eu aussi pas mal de préinscriptions via LinkedIn. Ok. Voilà. Okay. Donc pour l'instant nos deux sources d'acquisition de freelancers c'était Facebook et LinkedIn. Mais une fois la plateforme en ligne, va y avoir pas un autre problème, mais il va falloir maintenant acquérir des entreprises, des start-upers, des auto-entrepreneurs qui, eux, seront dans le besoin des services des freelanceurs. Ok, donc en gros, si je résume un petit peu, au début, c'est réseau, donc que ce soit du tien ou celui de tes associés ou des gens que tu connais autour de toi, pour aller chercher les premiers sondages, etc. Premiers retours. Grâce au sondage, vous avez du coup pu identifier votre besoin et potentiellement votre modèle économique, si c'est ou de la commission ou de l'abonnement, ce genre de choses. Là, il y a des freelances qui sont préinscrits, mais du coup, c'est de la préinscription gratuite pour l'instant. Et en termes de difficulté, le prochain challenge, plus que les freelances, ça va être d'aller trouver la demande, quoi, les entreprises qui vont devoir payer pour les services, tout ça. Est-ce que vous avez déjà un peu pensé à votre stratégie pour ça ? Et comment vous allez y arriver ? Oui, forcément, on y a déjà pensé. Après, entre penser et ce qui va se passer réellement, c'est toujours différent. L'idée de base, c'est au moment de la sortie de la plateforme, donc là, au moment où on enregistre ce podcast, la plateforme sortira dans 1 semaine ou 2 maximum. Donc, la première étape, c'est de sortir la plateforme. La deuxième étape, c'est inscrire les freelanceurs qui se sont auparavant préinscrits et qui mettent en ligne leurs services. Et la troisième étape, ce sera communiquer auprès des entreprises, entrepreneurs, etc. pour que eux, quand ils se rendent sur la plateforme, ils puissent se dire « Ah oui, sur Connexion, il y a déjà pas mal de services qui sont proposés. » Donc si on communique directement sur la plateforme, alors qu'il n'y a pas forcément de service, tu connais la fameuse première image. Et les entrepreneurs, dès qu'ils verront écrit Connexion quelque part, ils vont se dire « Ouais, mais ça sert à rien, moi j'y suis allé il y a un mois. » Et il n'y avait aucun service, il n'y avait rien d'intéressant dessus. Donc l'idée, c'est d'abord, on met bien en ligne la plateforme avec tous les services des freelanceurs, etc. Et après, par la suite, on communique et on cherche des entreprises, entrepreneurs pour pouvoir les toucher. Okay. Et donc, comment, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on espère toucher des entreprises de la publicité sur les réseaux sociaux, donc forcément ciblé pour pas toucher n'importe qui. Des partenariats avec des personnes influentes du monde de l'entrepreneuriat, donc plus ou moins influentes, ça va pas être forcément et directement des Xavier Niel ou d'autres personnes, mais c'est des gens qui ont une communauté basée sur l'entrepreneuriat, les entreprises, les startups, forcément du LinkedIn Ads, et ce qu'on aimerait bien, si c'est possible, c'est être présent sur différents salons, comme le salon des freelanceurs, même eux peuvent trouver des services dont ils ont besoin sur la plateforme.
et sur tout ce qui est salon des entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs, etc. Ok, ça marche. Je voudrais juste revenir un petit peu sur tes préinscriptions. Tu m'as dit du coup que c'était une préinscription gratuite. En termes de coordonnées, enfin, quel type d'informations est-ce que le freelance doit remplir pour être considéré comme étant préinscrit? Alors, pour être préinscrit, c'est simple, il remplit son nom, son prénom, forcément. Son adresse mail pour qu'on puisse le recontacter au moment de la sortie de la plateforme. Et à la fin, on lui demande ses domaines de prédilection. Donc, en fait, il a le choix. Il y a une dizaine de catégories comme marketing, communication, design et graphisme, programmation et développement, formation et coaching, réseaux sociaux, référencement, e-commerce. Bon, voilà, je vais pas toutes les citer. Et lui, il a juste à cocher ces catégories de prédilection pour que nous, de notre côté, on puisse voir là où il y a du monde, là où il n'y a pas de monde. Par exemple, d'un point de vue rédaction, on a eu plus de monde que ce qu'on pensait. D'un point de vue audiovisuel, c'est un peu en dessous des autres secteurs. Et en fait, ça nous a permis par la suite de pouvoir démarcher plus de développeurs, plus de freelanceurs en audiovisuel sur LinkedIn. Et au final, on a réussi à remonter un peu la courbe de façon à ce qu'il y ait à peu près, on va dire, le même nombre de services et de freelanceurs par catégorie. Ok, ça marche. Du coup, par rapport à tout ça, ma question, c'était surtout de savoir comment vous avez fait pour donner confiance à ces freelances de s'inscrire, parce que ils doivent du coup faire un opt-in, faire une action, en fait, finalement, même si c'est que vous donnez une adresse email, alors que il n'y a pas de marketplace à l'époque où on en parlait, il n'y avait pas de produit, théoriquement, vous étiez aussi deux sur le projet, donc comment vous faites pour leur donner confiance, en fait? Alors, en fait, au moment où on leur présentait la plateforme, on leur envoyait déjà une plaquette. Plaquette qui était une plaquette de 7 pages qui présentait totalement la plateforme. En plus de ça, le lien pour se préinscrire, c'était un beau site internet. Donc, forcément, quand il y a un beau site internet plus une plateforme, le freelanceur, il a juste à rentrer ses coordonnées. Et le but de la plateforme, c'est aider le freelanceur à développer son activité et à accroître son portefeuille client. Donc, lui, de son côté, on va dire, il avait un peu rien à perdre de se préinscrire et de nous faire confiance là-dessus. Ok, ça marche. Et du coup, plus du côté, cette fois-ci, entreprise, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, que Malte, depuis le début de sa création, a levé un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour accélérer sa croissance, en fait, on comprend que vous n'êtes pas sur un marché de débutants. Aujourd'hui, tu penses que c'est quoi l'argument le plus important pour attirer des entreprises sur la plateforme? Alors, nous, à la différence de Malte et à la différence que nous, on ne soit pas seulement dans programmation et développement, sur Malte, les freelanceurs sont payés à la journée. Nous, ça va vraiment, tu vas acheter un service précis, un service de community management, un logo. Donc ça, ce sera un prix fixe et fixé par le freelanceur lui-même. Nous, on n'impose aucun prix de ce côté-là. Et tu payes un prix unique. Si tu payes à la journée, ça peut durer un jour de plus, comme un jour de moins aussi, mais ça peut être un peu variable. Et du coup, ta question, c'était, je me suis un peu perdu dans... C'était surtout, en fait, l'argument, s'il n'y avait qu'un seul argument à donner à des entreprises, ce serait lequel, du coup? Alors, l'argument, c'est répondre à tous les besoins d'externalisation du quotidien avec des freelanceurs 100% francophones. Ok, super clair. Bon, du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, le Fast and Curious version brand. Fast and Curious, 3 propositions entre 2 choix. Tu réponds entre les deux le plus rapidement possible. Alexandre, est-ce que t'es chaud? Je t'écoute. Ok, niveau marque, t'es plutôt domination nationale ou expansion à l'international? Dans un premier temps, domination nationale. Ok. Faut que j'arrête de faire des phrases, faut que je réponde juste avec le mot. Ok, ça marche. Pour l'acquisition, t'es plutôt Google Ads ou Facebook Ads? Facebook Ads. Pour progresser, t'es plutôt livre ou terrain? Terrain. Et du coup, pour finir, c'est ton moment, c'est ta question. Quelle est ta question pour moi? Selon toi, quel secteur pourrait exploser sur l'année à venir et sur les 2 ou 3 prochaines années à venir? Sur les 2 ou 3 prochaines années à venir, moi je pense que plus qu'exploser, je pense qu'il y aura vraiment une je dirais redirection, recadrage, je sais pas comment on pourrait reformuler ça, mais en tout cas quelque chose à faire en tout cas sur la food,
Parce que en fait, on peut le voir là avec le Covid, etc. Les gens se sont rendus compte que voilà, manger c'était important, mais qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de se déplacer pour manger. Deliveroo a explosé, Uber Eats a explosé, tout ça, tout ça. Et les marques DTC, donc Direct to Consumer, typiquement comme, je sais pas, on pourrait parler d'un feed ou quoi, qui font l'effort de vraiment bosser sur leur marque à part entière, d'avoir un fondateur qui est en avant, ce genre de truc. Je pense que en fait, il y a vraiment un travail et il y a probablement des acteurs qui sont en train d'y réfléchir pour continuer à un peu plus disrupter le marché de la food tech parce que on sait que voilà, manger c'est important, ça sera toujours un besoin qui est fondamental et qui va toujours, je pense, être présent dans notre société, mais il y a un truc à faire sur peut-être un nouveau type de bouffe plutôt, de la bouffe peut-être modifiée. Il y a plein de boîtes qui travaillent dessus, même si on n'en entend pas tous les jours parler. Donc sur comment on peut changer un peu nos habitudes de consommation. Est-ce que ça va être une histoire de forme? Est-ce que ça va être une histoire de peut-être communication autour? Est-ce que ça va être un mode de consommation, donc avec peut-être de la bouffe qui serait directement délivrée chez nous? Enfin, je pense qu'il y a tout un enjeu autour de la food et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un truc qui soit adapté aux nouvelles générations. Je pense par exemple à Gen Z, donc les plus petits. Quand tu vois un acteur comme PixPay sur le banking qui arrive et donne des cartes de crédit à des petits qui ont, je sais pas, 13-14 ans, je me dis que s'il y a moyen de disrupter ce genre d'industrie, peut-être qu'il y a aussi moyen de faire quelque chose avec des marques de foot qui sont encore un peu plus inventives et qui restent peut-être éloignées finalement de ce qu'on pourrait retrouver avec les codes du retail un peu plus classiques. Bon, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi j'ai grands espoirs dans les entrepreneurs de la food tech pour nous faire des choses qui soient très très intéressantes. Sur ce, on va clôturer ce podcast. Si vous nous écoutez toujours après plus de 26 minutes, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast et à laisser des commentaires pour qu'on puisse remonter dans le classement dans la catégorie marketing. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à toujours vous abonner sur les différentes autres plateformes, Deezer, Spotify, etc. Le podcast avance de plus en plus, on se rapproche très gentiment de l'épisode 10 et aussi de la fin de la première saison. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir un grand nombre d'invités et sur ce, on se retrouve lundi prochain à 10h pour une nouvelle émission et moi je vous dis à bientôt.